Bonjour à tous, bienvenue sur cette deuxième édition du Digital Rise. C'est notre deuxième webinaire de la journée. Le Digital Rise, c'est 6 thématiques qu'on va aborder aujourd'hui autour de la visibilité des marques. Je suis en présence de Martin et de Abdel. Salut Xavier. Salut Xavier. Ils vont nous parler, salut à tous les deux, ils vont nous parler de data. Abdel qui nous fait l'honneur d'avoir accepté notre invitation. Tu travailles chez Orchestra. Alors moi, rapidement, tu vas parler après, je te laisserai te présenter en détail. Moi, je m'occupe de la partie commerciale chez WAM. Martin, Abdel, je vous laisse vous aussi vous présenter, allez-y. Je t'en prie Abdel. Merci pour l'invitation, messieurs. Donc moi, je suis responsable acquisition chez Orchestra. Donc on fera tout à l'heure un petit peu la présentation d'Orchestra. Et puis, mon terrain de jeu, c'est l'Europe. Et nous, on a la particularité d'être sur le marché du vêtement pour enfants et de la puériculture. Et du coup, on a plusieurs univers sur lesquels on navigue avec des enjeux et des difficultés d'acquisition forcément inhérents. Et moi, je suis Martin Champetier, du coup, je suis data analyst et je m'occupe avec joie du compte Orchestra depuis maintenant, je crois, 3-4 ans sur la problématique de la collecte de data. Parfait, merci messieurs. Avant de démarrer, on va présenter, je vais vous présenter l'agence WAM pour vous dire un peu ce qu'on fait, pourquoi on est là. Pendant le webinaire, je vous rappelle à tous qui êtes en train d'arriver, n'hésitez pas à poser des questions. On y répondra soit en cours de webinaire, soit à la fin. On va lancer aussi quelques sondages pendant le webinaire et bien sûr le replay et la présentation qui vous sont faites vous sera envoyé d'ici jeudi. L'agence WAM, qui on est? Depuis plus de 15 ans, on accompagne nos clients sur tous les leviers qui sont liés à la search experience, sur la partie SEO pour travailler la visibilité des marques et donc le travail des stratégies solides et pérennes. Le contenu, ça c'est la clé pour travailler tout ce qui est stratégie éditoriale, de la stratégie éditoriale jusqu'à la production de contenu sur tout type de contenu, sur tout type de canaux, votre site web forcément, mais aussi les réseaux sociaux par exemple. Les stratégies SIA pour réaliser des campagnes très héroïstes. Le développement de sites internet, on est spécialisé sur WordPress et PrestaShop, donc si vous avez des sujets de refonte prévus, n'hésitez pas aussi, on est là pour vous accompagner. Les relations presse, c'est notre particularité un peu chez WAM, c'est d'intégrer des stratégies RP et IRP dans nos stratégies de visibilité pour travailler l'autorité des marques, travailler aussi leur influence. Donc, et tout ça, mesuré grâce à la data, grâce à toi Martin entre autres, car on mesure tout, même nos campagnes RP. Ça c'est important. Accompagner nos clients, on va en parler justement avec Orchestra pour fiabiliser les données, les accompagner pour analyser les données. Et j'oublie un point, c'est la partie IT. Pardon, la partie IT chez nous, où on est capable d'accompagner nos clients sur des sujets très stratégiques, un peu sur mesure. Je vous donne un exemple, un client qui va se lancer sur un nouveau business, un nouveau marché. On va être capable de l'aider à prendre les bonnes décisions dans ce futur business en créant des études de captation, des analyses de marché, grâce à un outil chez nous qui s'appelle Benure. L'agence WAM, c'est 60 personnes en France. On est basé à Lyon, à Paris, à Mulhouse. C'est 250 clients qui nous font confiance. Et un dernier chiffre, après j'arrête de vous embêter, c'est ce chiffre 7 qui pour moi est l'un des plus importants. C'est 7 ans de fidélité qui un peu montre et résume la qualité de nos prestations, la relation aussi qu'on tisse avec nos clients. Vous allez l'avoir devant vous avec Martin et Abdel. Et ça, pour nous, c'est le Graal quand les clients nous suivent longtemps et qu'on arrive à les accompagner. J'en dis pas plus. Martin, Abdel, c'est à vous. Parlez-nous d'Orchestra. Merci. Merci. Merci Xavier pour l'intro. C'est parti. Abdel, t'es prêt? Ouais, super. Vous m'entendez bien? Très bien. Ouais, nickel. Du coup, on a une demi-heure. Le but, c'est de présenter le use case Orchestra sur comment tu maximises ta collecte de données pour servir ton acquisition. Avant qu'on se lance, on va faire le petit état du sommaire. On va d'abord essayer de se mettre dans ta peau, savoir ce que tu gères, quels sont tes enjeux, etc. Ensuite, on va voir comment tu as répondu à cette problématique de collecte de data avec une partie socle technique et ensuite une partie évolution à prendre en compte. Et puis, Xavier, si tu ne dis pas de bêtises, je crois qu'on a un quart d'heure pour répondre à vos questions.
sachez que pas de panique, si on n'arrive pas à répondre à tous, on fera un e-book ou une réponse par écrit pour qu'on soit sûr que vous obteniez la réponse. C'est parti. Eh ben, parfait. On repart sur le contexte. Donc, Abdel, merci encore de venir exposer ton cas. C'est cool d'avoir un mastodonte comme Orchestra qui peut ouvrir un peu le capot et parler librement de data. L'idée, c'est de se mettre un peu dans ta peau. Du coup, qu'est-ce que tu gères globalement, quel est ton scope? Quelles sont les différentes informations que tu as besoin de collecter et voilà, dis-nous un peu, sur ton poste. Nous, Martin, en fait, en tout cas, mon scope à moi, c'est et tout d'abord, je vais d'abord un peu présenter Orchestra. Donc, nous, on est un retailer pour ceux qui ne nous connaissent pas et on est présent dans maintenant plus de 6 pays en ligne. On a 246 magasins en France. On en a quasi 380, un peu plus même maintenant à l'international. On est présent dans un peu moins de 40 pays. Donc, tous les jours, il y a des nouveaux pays qui s'ouvrent. En ce moment, on fait de l'Albanie, le Sénégal. On est présent aussi au Kazakhstan, notamment, avec beaucoup de magasins. On est et aussi non pas que distributeur de marques nationales, mais aussi présent avec nos propres marques. Donc notamment Orchestra, la plus connue, qui est sur l'aspect textile et tout l'univers pour l'enfant. On est sur Prémaman, qui est une marque historique qui était très connue au Benelux et qui est sur la partie puériculture. On a aussi d'autres marques spécifiques pour la puériculture telles que Baby Care. On est présent sur un modèle d'abonnement de couches aussi qui s'appelle Tambour. Donc ça, c'est un des derniers nés chez nous et du coup on est typiquement revendeur de box pour couche bébé qui va évoluer avec la taille et l'âge de l'enfant. On a également Combel, qui est une marque historique, et je pense que tout le monde connaît les chaises hautes de Combel de notre enfance, qu'on a racheté il y a pas très longtemps. Et l'objectif, c'est de miser dans le Made in France et justement de venir aider ce genre de marque à encore plus accélérer, et notamment sur le digital. Et on a bien entendu des objectifs d'acquisition qui en découlent, qui sont multiples. On a, nous, 4 objectifs. Donc le club Orchestra, qui est vraiment notre singularité, qui est un peu le fer de lance chez nous. Ça nous permet de proposer à nos clients une réduction de moins 50% sur le textile toute l'année. Donc ça, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de souvent dépenser sans compter. On a des objectifs d'acquisition multiples, bien entendu. Les objectifs notamment, c'est le drive to store chez nous. Moi, en tant que responsable d'acquisition, mon objectif, c'est vraiment d'envoyer du trafic en magasin et d'envoyer du bon trafic en magasin. On a aussi la liste de naissance chez nous, qui est un peu finalement un modèle historique chez nous, mais qui est en train d'être remis sur la table pour justement reconceptualiser une vraie expérience. Donc, on travaille fortement sur ces sujets-là pour potentiellement proposer une nouvelle version de notre site liste de naissance. Donc, vous pouvez faire une liste de naissance sur Orchestra et ensuite tout simplement avoir des contributeurs qui viennent vous offrir tel ou tel produit pour votre enfant. Et on a ensuite la partie e-commerce, où là, on fait de l'e-commerce au Maroc, en Espagne, en France, en Belgique sur 2 langues, en Grèce et en Suisse, avec des nouveaux pays émergents tels que l'Algérie par exemple, et avec des contraintes aussi toutes diverses et variées. Donc c'est vrai que c'est assez costaud et bien entendu, on va dire, j'aime pas trop dire ce terme, mais on a quelques K euros de budget d'acquisition par pays, quoi. Ok, donc c'est cool. En fait, tu n'es pas seulement un pure player, tu as tout un réseau qui est tissé en physique, plusieurs marques, et donc du coup une stratégie d'acquisition différente à travers les 4 objectifs que tu viens de citer. Pour ça, du coup, sur les différentes plateformes, puisque ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la collecte de data pour les sites web, tu t'es équipé de différents outils. Là, on a essayé de retracer ensemble un peu ton écosystème. C'est quoi la recherche derrière, du coup?
Déjà, en fait, il y a un socle technique qui est assez dense chez nous, qui est dû au fait que, on avait, finalement des objectifs, divers qui amènent forcément un besoin de granularité, assez important. L'idée, c'était, tout simplement de pouvoir répondre aux besoins, tant sur l'aspect acquisition que ça l'est sur l'aspect, CRO, que sur l'attribution, que sur, aussi le finalement l'alimentation de nos outils CRM. On avait aussi des besoins de reporting, plus ou moins importants en fonction du pays qu'on adresse et de la part finalement de business qu'on fait par pays. Et tout l'enjeu finalement chez nous, c'était, d'avoir en fait un socle technique assez homogène pour à la fois homogénéiser cette notion de collecte de data, avoir du coup, un vrai standard de collecte optimisé et ensuite pouvoir, finalement faire évoluer tout ça. Donc le socle technique chez nous est assez dense avec des choses qu'on connaît, hein, mais c'est typiquement le triptyque que tout le monde connaît en acquisition avec, le fameux Google, et Meta. On vient nous faire aussi de l'affiliation. On a aussi, des outils de retargeting tels que RTB House qui est une alternative à Criteo. On a du TikTok, qu'on fait, ponctuellement en fonction des grosses OPECO. Notre CMS, c'est Salesforce Commerce Cloud qui est, on va dire un Magento++, mais en gros qui est un vrai mastodonte, du SaaS e-commerce. Et ensuite, on a tout un tas d'autres outils qu'on utilise pour, la data vis, notamment Looker, mais aussi Qlik, qu'on n'a pas Ok. cité ici, quoi. Parce que j'imagine que du coup, tu as un besoin à la fois qui est de, toi, maintenir ta performance dans le temps et puis de faire en sorte que les coûts flambent pas trop par rapport à l'acquisition. Et côté aussi homogène vis-à-vis de tes différentes plateformes, contexte européen, donc différents sites. Du coup, le tout, c'est d'homogénéiser et maximiser ta collecte à travers ces outils pour pouvoir faire du reporting à la fois pour toi, mais j'imagine pour les différents gérants de pays, etc. Oui et puis on a l'objectif, c'est aussi, en fonction des pays, on peut pas y aller, forcément, avec, la même, la même approche en termes d'acquisition. Typiquement, un exemple en Grèce, les gens, passent très souvent leur vie et leur quotidien dans la voiture parce que, Athènes est une ville assez dense. La moitié du pays, de la population est présente là-bas. Et du coup, on a, des logiques d'acquisition et des stratégies d'acquisition qui sont différentes. Donc nous, notre objectif et à mon niveau, c'est d'homogénéiser tout ça et de mettre en place finalement, une vraie stack qui va répondre à tous les besoins et ensuite apporter un niveau de granularité le plus fin pour justement adapter à chaque fois une stratégie d'acquisition différente et surtout s'assurer que la hausse des coûts nous impacte pas. Ok, très clair. Et pour ça, du coup, merci pour le contexte, Abdel. On y voit plus clair. Le socle technique, on vient de visualiser en fait toute la partie, du coup, quels sont les outils que tu mets en place. On sait que ces outils-là, pour fonctionner, ils ont besoin de data, mais on s'inscrit dans une nouvelle ère, une ère où, du coup, il y a d'abord le consentement. En fait, on va voir à travers ton exemple comment le marché s'est transformé et comment maintenant on court après la data, là où avant on était un peu dans une situation Far West où globalement on collectait sur tous les utilisateurs. Le but, on l'a compris, c'est de nourrir les algorithmes de ces différentes technologies, de pouvoir avoir un maximum d'insight à une ère où justement la collecte de data est de plus en plus rare. La première step sur laquelle j'aimerais qu'on revienne sur la partie socle technique, c'est l'impact du consentement. On en a parlé ensemble et on l'a vécu ensemble. Comment on réagit comment toi, tu as réagi, Abdel, quand tu as vu que du jour au lendemain, en mettant un bandeau, tu obtenais 56% de ta data? Bah, clairement, c'est l'hécatombe à ce moment-là, mais finalement, en fait, tu te poses la question, est-ce que j'ai l'obligation de le mettre en place déjà? Et une fois que tu as cette information-là et que tu sais que d'un point de vue légalité, tu dois, bien entendu, te mettre aux standards, beh, quel est le plan d'action que tu vas mettre en place derrière pour, justement, t'assurer que tu vas pouvoir, performer et améliorer tout ça? Sachant qu'on était dans un contexte, à l'époque, post-covid, hein, pour ceux Ouais, qui ont connu, c'était, 2020-2021. On était, c'est dans une ça. période, aussi, que
antérieure qui était celle d'Universal Analytics, avec une grille de lecture qui était différente, avec une vision aussi qui était différente. Et du jour au lendemain, on se retrouve avec moins 60% de taux de consentement et avec une perte de trafic et de tracking et une hausse des coûts d'acquisition. C'est le branle-bas de combat. Donc la première chose à faire, c'est comment on peut finalement essayer de bypasser cette problématique-là de taux de consentement pour améliorer ce taux de consentement-là et faire en sorte que justement on retrouve un maximum de données, de données consenties et finalement de tracking qui était à l'époque à 100%, mais qui du coup se retrouve Ouais. pondéré. Et comment on fait aussi finalement pour garder cette granularité-là, parce que le plus important aussi, c'est toujours finalement de pouvoir traquer les bons internautes. Et Ouais, tu as un espèce de paradigme où en fait on te demande plus de data pour les solutions que tu utilises à une ère où on renforce le droit privé des utilisateurs et donc du coup on t'en prive. Quelle a été toi ta démarche pour choisir justement, du coup tu es chez Acceptio, comment tu as réagi direct en te disant ok c'est cette solution et on y va et on fait différents tests pour augmenter ce taux de 56% qui était faible à la base? la première chose, c'était le choix de la CMP, hein, comme tu l'as dit. L'idée, c'était d'avoir un niveau d'accréditation ou en tout cas de validation de la CNIL de telle ou telle CMP. Donc la première chose, c'était finalement de se référer à ce que dit la CNIL parce que c'est l'organe étatique qui de toute façon fait la loi. Donc la question, c'est qui bosse finalement avec la CNIL. Ensuite, on a continué à bencher et surtout à se poser la question de quel est l'aspect visuel, quelles sont les possibilités qu'on peut avoir vis-à-vis de la CMP pour justement pouvoir, on verra tout à l'heure, mais itérer et améliorer ça. Quelles sont la roadmap produit aussi au niveau de finalement de ce nouvel acteur parce que il y avait pas mal d'acteurs qui étaient présents à l'époque. Il y avait Didomi, OneTrust, tout ça. On a fait un peu le tour de la plupart des plateformes. Il y avait aussi une notion de rapport qualité-prix associé à tout ça. Et nous, ce qui nous a aussi un peu aidé, c'est le fait qu'on bossait ensemble depuis longtemps et qu'on ait eu aussi finalement un tiers de confiance qui nous permet de nous aiguiller vers tel ou tel acteur. Tout ça cumulé fait qu'on est parti sur Acceptio. Et aussi, on a eu une présence de leur équipe à l'époque, hein, qui nous ont clairement aidé à mettre en place la solution assez facilement sur GTM. Donc c'est vrai que c'était tout ça cumulé nous a permis de nous dire ok, on part sur Acceptio. Et derrière, du coup, on parlait de 56%. Alors là, à l'écran, on voit que tu es passé à 79. Comment tu t'y es pris alors, du coup, pour maximiser le consentement? Alors c'est un travail d'équipe déjà, donc mon équipe, c'est vrai que je leur ai mis l'IA depuis quand même quelque temps entre les mains. L'idée c'était de se dire de ne pas rester sur ce postulat que le taux de consentement, on ne peut pas forcément le faire évoluer, encore plus par device, c'est ça qui est important aussi. Et du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qui peut être meilleur que nous sur une forme d'itération assez importante pour justement essayer d'améliorer ce taux de consentement et de le challenger. On n'a pas réfléchi pendant longtemps. On s'est tout de suite tourné vers GPT. On a au début utilisé la version ChatGPT classique. Ensuite, on a un peu plus utilisé la version API. L'idée, c'était tout simplement de se dire comment on peut faire pour itérer un maximum. Et du coup, on a itéré sur une petite douzaine de fois, hein. Moi, ce que je recommanderais, c'était plutôt 7 ou 8 fois à minima pour avoir vraiment une hausse du taux de consentement et aussi en tirer des leçons parce que l'idée, c'est aussi de pas analyser son taux de consentement au moment où on est en train de faire une OP commerciale qui pourrait potentiellement biaiser aussi le taux de consentement. L'idée, c'est d'avoir vraiment une Ouais. plage d'analyse assez longue pour justement se dire ok, là on est réellement en train de faire évoluer notre taux de consentement et c'est pas une action tierce qui a fait que. Donc nous on utilise l'IA, on itère dessus Ok. et c'est ce qui nous permet d'avoir taux de Et c'est ce consentement à qui, date.
Ce qui, au-delà du socle technique, t'a amené à avoir un meilleur ton en fait dans un climat où c'était un peu stressant. Tu as trouvé le ton pour t'adresser à ta cible et donc du coup maximiser le consentement. Surtout qu'à Je l'époque, vois. on était dans un cas où en fait il y avait pas mal d'effets d'annonce. Il y avait une espèce de climat euh, assez incertain autour des cookies. Tout le monde avait un peu peur des cookies, ne voulait plus les accepter. L'idée, nous, c'était un peu finalement de casser ce discours-là qui nous plaisait pas forcément et qui n'était pas le reflet de la réalité, et de se dire comment nous, Orchestra, on s'approprie ces cookies et comment on fait en sorte aussi que le ton soit finalement en faveur du client, aussi en notre faveur. Ok, donc plutôt rassurant et vous montrer que vous étiez sérieux sur cette partie-là. Exactement. Du coup, on perd 44% de sa data. Excusez-moi, Derrière, on en monsieur, récupère un on a une maximum. question. C'est Ouais. est-ce que vous n'avez Eric qui vous pose la question, vous n'avez pas de cookie wall? Non. Non. Très bien, merci. Le cookie wall, pour tout le monde, en fait, c'est le fait de justement mettre en place cette CMP en frontal et bloquer la navigation de l'utilisateur, ce qui, du coup, a pas forcément été le choix d'Abdel sur cette partie-là. On voit qu'il n'y a même pas une ombre projetée. Le but, c'est vraiment de faire confiance aux utilisateurs, d'attraper le regard le plus rapidement possible avec ce ton qui a été itéré justement pour câbler en fait le discours avec la marque Orchestra et avec sa cible. Et c'est pour ça qu'on a. Et ça s'y prête pas forcément en fonction de la cible aussi, hein. C'est ça qui est important à comprendre. Ouais, tout à fait. Ça dépend du site internet et de ses spécificités. Donc, du coup, si on résume, tu avais 44% de data en moins, tu as itéré pour arriver à gagner jusqu'à 70% de ta data avec ce 30 de toute façon dont on peut plus se passer. On est vraiment passé à l'ère du consentement, donc il n'y aura plus de retour en arrière sur cette partie-là. La deuxième technologie que je voulais qu'on voit sur le socle technique, c'est le server-side. Alors le server-side, pour ceux qui nous écoutent, désormais, vous entendez parler de la fin des cookies tiers. Le but, c'est d'éviter en fait de faire supporter au navigateur le fait que de l'information puisse transiter de votre site internet vers une autre plateforme, comme par exemple le plus connu, c'est le pixel Facebook. Et du coup, est arrivé le server-side. Est-ce que tu peux nous rappeler comment tu as entendu parler du server-side pour la première fois? Et puis après, je te reposerai la question, mais comment du coup tu as fait le tri et qu'est-ce que tu as choisi comme solution? Le server-side, nous, on a eu tout d'abord des évolutions qui ont été faites de par les plateformes. On a eu des prestataires qui nous en ont parlé. On a eu aussi tout un tas finalement d'échanges avec pas mal de confrères qui nous ont amené à nous poser la question de OK, maintenant on a un socle technique qui est quand même assez clean. Comment on fait pour faire en sorte de passer à la step suivante pour essayer de regagner un peu en tracking? Et on s'est très vite posé la question comment finalement on switch sur du server side, et c'est quoi finalement cette techno? Comment on arrive à un peu finalement cadrer le sujet? Parce qu'au départ, quand finalement on entend parler du sujet, c'est vrai que c'était quand même assez, c'est dans les prémices, hein, c'était assez précoce comme mise en place, surtout en Europe, pas tant aux Ouais, moi États-Unis. je me rappelle que les prestataires SIA venaient du coup toquer à notre porte pour mettre en place le server-side, mais ne savaient pas trop comment. L'idée, en fait, c'était de retrouver toute cette data que les navigateurs nous envoient plus pour pouvoir faire du buyer persona, pour pouvoir être plus précis en fait dans le ROI des performances des campagnes payantes. Et du coup, c'est vrai qu'à cette époque-là, c'était un peu compliqué d'y voir clair. Comment toi, tu as réussi à mettre la lumière sur ton prestataire et sur justement partir avec Addingwell, quoi? Nous, c'est vrai que si tu entendais les prestataires, c'était simple comme bonjour, et c'était au même titre que pousser un container sur GTM en 2 clics. Bon, il s'avère qu'en fait, c'était quand même beaucoup plus complexe, et il y avait une vraie expertise métier à avoir, et donc nous, on a déjà un peu regardé ce qui se faisait sur le marché, échangé avec la plupart de nos confrères. On s'est très vite rendu compte aussi qu'il y avait déjà quelques prestataires qui faisaient ça aux États-Unis, et qui n'étaient pas forcément des solutions adaptées en France, parce qu'ils avaient une vision
déjà de la RGPD et du consentement qui était différente, un setup au niveau des CMP qui était différent, et tout un tas de choses qui nous ont freiné de notre côté. Donc on s'est un peu rapproché des prestataires et on a commencé un peu à bencher les solutions qu'on avait en France. Addingwell est arrivé avec une solution quand même qui était assez carrée dans le sens où ce qui nous intéressait, nous, c'était d'avoir quand même un prestataire solide d'un point de vue R&D, parce que sur le sujet, on voyait clairement qu'on était aux prémices du server-side d'un point de vue tracking, ce qui n'était pas le cas sur d'autres aspects, hein, notamment avec le server-side rendering côté dev, etc. Mais nous, sur cet aspect tracking, c'est vrai que pour nous, c'était les seuls en France qui faisaient réellement le job. Et quand on a un peu benché sur l'aspect R&D, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une vraie évolution au fur et à mesure. Donc, en interne, on ne pouvait pas le faire. On pouvait potentiellement le faire avec des agences paid qui allaient nous le faire, mais qui avaient pas forcément assuré derrière le monitoring et qui, de toute façon, allaient passer par une infra qui n'était pas la leur, de type GCP. Donc, du coup, ce qu'on s'est dit, c'est quoi? On passe par Addingwell et surtout, on fait en sorte de s'assurer qu'ils aient une vraie roadmap derrière sur l'aspect R&D pour justement s'assurer que nous, notre tracking server-side, il évolue en même temps que le marché et en même temps, avoir les best practices au fur et à mesure. Je crois que Romain, quand on l'avait rencontré tous les deux, nous avait dit que globalement, il y a une optimisation à faire tous les 2 mois sur le server side. Et globalement, en interne, c'est quand même un peu compliqué de suivre toutes ces veilles-là. De ton expérience, on l'a bien compris, du coup, le but, c'est de remettre la main sur les datas que vous avez dans le cadre vert ici. Est-ce que tu as d'autres avantages que tu as constatés justement grâce à cette mise en place? La web perf déjà, parce que ça c'est quelque chose qu'on minimise. Il y a vraiment 2 sujets. Il y a rester quand même souverain et mettre un peu de la précision de la collecte de données, avec cette notion de client unifié. Et puis après, il y a vraiment cette notion de web perf où là, on va assainir et cleaner en fait déjà l'ensemble du conteneur GTM côté client et faire passer et unifier tout un tas de choses qu'on traquait côté client, côté serveur. Et ça, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'était de s'assurer que finalement, on n'ait pas tout un tas de scripts qui chargent en front, et qui traquent d'une manière ou d'une autre sans forcément avec un vrai socle unifié de quel événement est traqué et déclenché à quel moment et sur quelle page. Et pour nous, le besoin, il était aussi de s'assurer de ça. Et sur la web perf, on s'est rendu compte que c'était un vrai quick win d'optimisation des Core Web Vitals au passage. Donc ça a été vraiment le choix derrière de se dire: «OK, c'est pas uniquement pour juste s'assurer qu'on regagne finalement en visibilité sur notre tracking, c'est aussi de s'assurer qu'on gagne en web perf et qu'on uniformise notre tracking». Donc c'était vraiment les 3 axes majeurs, moi, qui m'ont fait passer sur ce déploiement du server-side. Ouais, parce que dans la manière d'interagir, le server-side, pour rappel, vous envoyez une seule fois la donnée vers votre serveur et derrière, vous déclenchez toutes vos technologies depuis ce serveur en parallèle de la navigation de l'utilisateur. Du coup, les temps de chargement de pages, comme vient de le dire Abdel, sont réduites. Et puis, on est en train de mettre en place aussi la récupération de toute la partie ad blocker. Comme tu le disais tout à l'heure, il y a quand même tout un contexte qui s'est ajouté quand un utilisateur navigue, de crainte d'utilisation de ses cookies et de avoir des messages publicitaires à outrance. Du coup, cette partie server-side permet aussi de contourner, Ouais, pour nous, cette partie. c'est clairement le quick win à mettre en place, hein, la partie contournement des ad bloqueurs. Nous, c'est un sujet sur lequel on est actuellement, parce que en fait, tu te rends compte que des outils tels que uBlock Origin ou les autres ad bloqueurs font clairement encore baisser du coup le niveau de tracking. Donc, tu es forcément amené à un moment donné à anonymiser tes conteneurs GTM pour t'assurer que tu traques un maximum et que surtout tu puisses les déclencher au bon moment. Ouais. Et comme tu disais, du coup, cette information transite, et je t'ai entendu parler de normalisation. Du coup, un des prérequis, on en parle souvent quand on parle de data, c'est un plan de tagage optimisé.
Pareil, est-ce que tu peux nous guider un peu sur les chantiers? Alors, je te pose la question en sachant que j'étais live avec toi, mais on a eu plusieurs changements de techno. On est passé d'Universal à GA4. Comment on a organisé tout ça? Ouais, c'est vrai que c'était c'était un sacré chantier parce qu'il a fallu, en plus, on était en période de migration et une période de migration de notre CMS et on a fait une refonte du site web. Donc tout ça cumulé, c'était assez complexe. L'idée, c'était tout simplement de venir centraliser, et d'unifier un peu notre plan de tag et de s'assurer qu'on passe d'un modèle, typiquement, UA à un plan de tag qui est, compatible GA4 et qui va nous permettre de nous assurer qu'avec ce qu'on fait côté serveur, et avec l'intégration du server side, on soit en phase aussi avec finalement les events qu'on déclenche sur nos pages. Donc l'objectif, c'était Ouais, vraiment d'avoir, une évolution un peu de ce format, et de passer, finalement d'un mode, d'hybride, à un mode, GA4, pour faire en sorte que justement ça devienne un standard. L'objectif pour nous, c'était, de pouvoir aussi enrichir un peu ce plan de tag. Donc avec toi, on a vraiment travaillé sur l'aspect de comment par page, on déclenche tel ou tel événement et on s'assure que ça a un réel intérêt aussi, de notre côté. Parce que sinon on peut faire un plan de tag et on peut y passer, ouais. énormément de temps sans forcément que ce soit utile côté métier et nous, pour nous, l'objectif, c'était vraiment que ce soit pas le cas, qu'on ait vraiment des cas d'usage derrière concrets. Surtout qu'en plus, il y avait un sujet, à l'époque, qui était, qui était autour de la migration en même temps de UA vers GA4. Parce qu'il y Ouais, avait ouais. Bah, on a dû faire cohabiter en fait les data layers à un moment et ensuite passer sur le format GA4 pour que tout le monde soit au clair là-dessus. Quand on parle de client GA4, c'est en fait le train de données, si je vulgarise au maximum, qui envoie votre donnée au format GA4 dans votre serveur. Et c'est depuis ce stockage de données que les API vont venir chercher des informations. D'où l'importance en fait d'avoir unifié. Et comme tu l'as dit, on a fait un travail à la fois de quoi toi tu as besoin pour mesurer la performance de ton site, mais aussi anticiper sur les besoins en termes de data. Et on y vient justement. Technologie que tu as pu mettre en server-side. Je vois qu'on est déjà à 32 minutes. L'idée, là, du coup, c'est d'avancer sur cette partie API. Donc, en fait, tu as transféré toute la data dont tu avais besoin dans ton serveur. Maintenant, il est temps de tirer les câbles pour nourrir, en fait, les algorithmes et les prestats avec lesquels tu travailles. Comment tu t'y es pris pour prioriser et derrière, je te reposerai la question, mais comment on fait et comment on s'assure que globalement on est toujours à jour par rapport à ça? bah, une fois qu'on a un socle technique, qui est viable, qu'on s'est assuré qu'au niveau CMP on est bon, que, en termes de plan de tag, on a, finalement, unifié, l'ensemble des informations qu'on envoie et qu'on les déclenche au bon moment. La question, c'est de se dire: «Comment on fait pour nous prioriser côté serveur, finalement les différents, prestataires avec lesquels on travaille en termes d'intégration server side?» Donc la première chose, ça a été de se dire: «C'est quoi le budget que je dépense par levier?» OK, Google et Meta, donc ça, c'est le classique, et du coup, forcément, en fonction du budget associé, il y a forcément un ROI qui va être plus important vu qu'on dépense plus sur ces canaux. Donc on a commencé par ça et on s'est posé la question très rapidement: «OK, c'est quoi le degré de maturité aussi, de ces canaux sur ce type de techno?» Parce que la question qui en découle, c'est que si demain tu es amené à passer en server side, potentiellement un prestataire qui a un degré de maturité assez faible, et que, finalement, beh, tu te rends compte que ça t'amène pas forcément, plus de ROI, bah, en fait, finalement, c'est une migration qui est ratée et nous, l'intérêt pour Mmh. nous, c'était quand même de s'assurer que le degré de maturité du prestataire est, en phase avec finalement nous, nos enjeux et le besoin de passer, en server side chez eux et tout de suite, on a mis en place Google. Tout de suite, on a mis en place, Meta parce que forcément, quand, ils ont sorti Capi, c'était la logique pour nous, de switcher, en server side. Mais la question se posait aussi, finalement, c'est quoi le degré d'importance?
du passage en server-side. Est-ce qu'on doit le faire demain? Est-ce que c'est quelque chose qui est à mettre en place tout de suite? Là, forcément, la plateforme va biaiser un peu les choses parce qu'ils avaient tendance à distribuer des bons et un peu de l'argent, finalement, pour essayer de faire, switcher tous leurs clients parce que tout l'enjeu, c'était de maximiser la collecte de données chez eux. Mais nous, tout l'enjeu, pour nous, c'était de s'assurer à continuer à piloter l'acquisition comme il faut et à faire en sorte que chaque migration vers le server-side n'impacte pas notre acquisition au quotidien. Parce qu'il y a la partie projet, mais il y a aussi la partie run. Donc Ouais. on a fait l'évolution Tu par as le toute la partie maximisation des performances, hein. Encore une fois, les API, le but, c'est de faire du buyer persona, c'est d'avancer. Et par rapport à ce degré de maturité que tu disais, je me souviens de l'exemple de TikTok. Quand on a commencé à mettre Meta, en fait, ils n'avaient même pas cette solution-là. Ouais. Et là, on voit qu'en fait, ils sont en train parce que tout est basé sur GA4, d'arriver à un système qui est de plus en plus proche de Meta, quoi. Ouais, parce que là où Google, ils ont vraiment bien compris l'enjeu, c'est qu'ils ont tout de suite proposé en fait une norme entre guillemets et tout le monde finalement est venu se mettre sur cette norme-là. Là, on s'est rendu compte que TikTok, au premier abord, sur les premiers conteneurs, c'est vrai qu'ils étaient sur quelque chose qui était très peu mature, avec plein d'events qui chargeaient dans tous les sens. Là, maintenant, ils commencent à normaliser eux aussi et à venir au standard GA4. Donc on se rend compte que, finalement, en fonction du déploiement, de l'API du prestataire, il faut quand même s'assurer que le prestataire est bien mature sur le sujet. Nous, on a voulu aussi aider nos équipes CRO. On a voulu, notamment intégrer des outils comme, ABTC et Content Square. On a vite fait machine arrière parce qu'on s'est rendu compte qu'ils n'avaient pas une techno, server-side de leur côté ou sinon la techno était pas forcément utilisée pour le tracking, notamment chez ABTC et du coup, on s'est focus sur, quel est, finalement les prestataires qui sont le plus pertinents pour nous et c'est comme ça qu'on a priorisé. Ok. Et du coup, toi, ton but, en fait, clairement, c'est de passer un maximum ces technologies en server-side, quoi. Ah oui, oui, c'est maintenant, ça fait partie, finalement, quand on travaille avec un prestataire, c'est aussi une question qu'on lui pose et ça fait partie aussi des prérequis, hein. Ok. Très clair. Donc là, on s'estime en fait un peu sorti d'affaires puisqu'on a le socle technique qui répond à tout ça. Imaginons qu'on arrive sur la partie où on a tout transféré dans le server-side. Mais ça s'arrête pas là. Je pense qu'on l'a vécu ensemble. Il y a toutes les évolutions à prendre en compte. Rapidement, on revient sur le suivi des évolutions technologiques. Du coup, on a eu la chance de le vivre aussi ensemble. Tu as un socle technique. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a une partie, en fait, on est dans un marché qui est en perpétuelle évolution. Il y a des choses sur lesquelles il faut qu'on veille. Et on a pris le parti sur l'évolution technologique de parler de l'exemple du consent mode que tout le monde a dû vivre récemment. Est-ce que tu peux revenir sur cette partie-là? Ça, c'était encore un énième, finalement, une énième épisode dans notre aventure Périple. dans notre périple autour de l'acquisition du tracking. Mais l'idée, c'est que, OK, Google nous met ça en place parce qu'on voit que ça bouge de leur côté, sûrement initié de par les différents échanges qu'ils ont eu avec la CNIL et d'autres représentants finalement de la RGPD au niveau européen. Il y a aussi finalement toujours un besoin constant et évolutif de par les régies publicitaires de vouloir collecter et traquer mieux l'ensemble des internautes. Donc ils sont venus imposer une norme au mois de mars, quelque chose qui a été très vite finalement mise en place chez nous, mais la problématique, c'était surtout l'effet d'annonce. Ça arrivait quasi pendant le Q4 2023. Ils avaient déjà commencé une première bêta du Consent Mode V1. Nous, on est arrivé avec derrière un besoin de mise en place assez rapide parce qu'il y avait des warnings côté agence, il y avait des warnings même sur côté plateforme pour s'assurer que tout ça allait être mis en place parce que sinon, ça allait clairement impacter notre acquisition. Donc, Ouais. faut toujours peser un peu ces effets d'annonce pour se dire: «OK, est-ce que j'en ai réellement besoin à date? Est-ce que ça va impacter mon acquisition?» Bon, là, il s'est avéré que c'était vraiment le cas, mais parce que ça peut avoir des effets de bord.
Ouais. Et comment t'arrives toi à te repérer effectivement, il y a eu beaucoup d'effets d'annonce. D'ailleurs, ça fait une transition sur la slide d'après, sur les évolutions légales. On se rappelle de la situation de 2023 où tout le monde s'interroge puisqu'il y a une lutte qui s'engage entre GA et la CNIL. Comment on fait pour rester calme dans ces situations-là? Comment on cède pas à la panique? Toi, c'est quoi ta manière de fonctionner que ça soit sur les évolutions technologiques ou sur les évolutions légales? Bah, moi, il y a une chose que j'ai appris avec toi, c'est à pondérer, des échanges depuis des années qu'on a maintenant ensemble, c'est à pondérer les effets d'annonce. C'est à te dire que c'est pas le dernier qui a parlé qui a raison et la CNIL, aujourd'hui dit une chose, demain ils vont évoluer sur un sujet. Voilà, donc clairement ils vont avoir, un peu comme dans les boucles email où on t'annonce, annule et remplace, quoi. On a clairement des choses qui évoluent assez rapidement. Nous, si on commence à prendre tous les effets d'annonce, on fait des changements tous les jours, côté tracking et puis on va remplir notre backlog. Là, l'idée, c'est de se dire: «OK, c'est quoi les next steps demain, de la CNIL?» Si on est prêt, clairement. La proxification, c'est quelque chose qu'ils ont évoqué, pour potentiellement justement, rendre, entre guillemets, «légal», l'aspect, GA4. Il y avait Ouais, un c'est pour résumer, la proxification, c'est de brouiller toutes les pistes de pouvoir identifier quelqu'un globalement mmh, dans Google Analytics. ouais, Donc ça, pardon, je t'ai coupé. l'idée, c'est d'anonymiser, tout simplement, entre guillemets, «l'empreinte» de l'internaute Voilà. sur GA. Il y a aussi des sujets de se dire: «Bon, c'est vrai que ce manège-là, il dure depuis un moment. Comment on peut faire nous pour avoir une solution de backup qui nous permet d'être un peu plus safe et d'être, tout simplement à l'abri?» et de se dire: «OK, on a de toute façon une solution analytique, qui collabore avec la CNIL». Donc nous, on a fait le choix de Matomo, on a fait le choix de prendre des serveurs en interne, et on a fait le choix d'internaliser ça pour 2 raisons. À la fois pour le stockage, de la donnée comportementale et à la fois pour avoir un backup, de solutions analytiques. Comme ça nous permet, dans tous les cas d'être, de pas être tributaire finalement de GA si demain on est amené à décommissionner l'outil. À savoir que nous, la position qu'on a, c'est, OK, on préfère quand même continuer à bosser avec, Google Analytics, le temps de savoir, quelle va être la position de l'organe étatique qui est la CNIL sur le sujet définitive et à ce moment-là, dès qu'on a l'information définitive, là, on fait notre choix et on part sur la solution qu'ils vont nous préconiser et de toute façon, on aura Matomo en backup. C'était vraiment ça la démarche. Ouais. Le backup avec Matomo qui te permet d'avoir un suivi constant des datas et pas de se retrouver du jour au lendemain à changer tous tes repères avec un autre outil. Et si tu veux conserver l'environnement Google, l'option aussi sur ta table de la proxification à mettre en place si jamais. Ok, Oui. très clair. Et après, là, c'est plus une ouverture. Tu as connecté tous tes outils, tu suis les évolutions. Le but maintenant, c'est d'en savoir encore plus sur ces utilisateurs. C'est quoi un peu les chantiers d'Orchestra sur justement le fait de pouvoir croiser un peu les données entre un CRM, des outils analytics, des outils CRO? Il nous reste 2 minutes, messieurs. Ouais, Ouais, on conclut là-dessus. la next step, ça va être clairement de bosser sur le permanent logging. Donc ça, c'est le sujet actuel, parce que nous, notre business model fait que énormément de gens qui sont connectés sur notre site internet. Donc clairement, c'est le meilleur moyen, pour nous, de pallier à une perte de tracking éventuelle, et pour, les différents chantiers sur lesquels, on est en train d'amorcer pas mal de sujets, c'est typiquement le scoring de la navigation du client, l'appartenance un peu géographique, l'idée, par exemple d'insérer dans le data layer le code postal de l'internaute, finalement aussi la partie, formulaire de provenance qui est associée, un peu à la déclaration que pourrait faire l'internaute sur le levier, par lequel il a connu Orchestra. Ce qui va nous permettre derrière de venir, pondérer ou non ce levier-là dans notre mix marketing et avoir une vraie vision de ce qu'on a et de ce que nous déclare l'internaute, de ce qu'on a dans notre outil analytique et de ce qu'on a dans notre outil d'attribution. Et avec ces 3 outils, on va pouvoir, clairement, faire les meilleurs choix dans l'aspect, invest, sur, nos différents leviers.
Et après, on a vraiment un sujet qui nous tient à cœur, nous, c'est que plus on va améliorer la granularité de notre data layer, que ce soit sur les informations qu'on va venir injecter dans le data layer, notamment nous, on a des internautes et des parents qui ont des enfants. Si demain ils viennent contribuer ça chez Orchestra, c'est important de le savoir dans le data layer parce que on va pouvoir affiner notre message, délivrer un message différent au bon moment, peut-être aussi à la bonne personne, qui peut être la maman ou le papa en fonction. Et ça, c'est important pour nous parce que clairement, c'est ce qui va nourrir aussi nos régies et c'est ce qui va nous permettre de mieux segmenter demain nos différentes audiences. Ok, donc just on time, 45 minutes. Merci beaucoup Abdel pour nous avoir retracé en fait tout ce parcours sur la collecte de data. On l'a bien compris, c'est de moins en moins simple de collecter de l'information. Par contre, on en a besoin, donc il faut l'optimiser. On va pas avoir on va pas avoir Abdel. le temps de répondre aux questions. Si vous en avez, n'hésitez pas à nous contacter. On y répondra avec grand plaisir. Merci beaucoup Abdel et Martin. La journée Digitalize continue dans 15 minutes sur le sujet de l'accessibilité avec Charlotte et Marion. Voilà, n'hésitez pas, vous pouvez encore vous inscrire. On vous envoie tous les documents d'ici jeudi et puis à très vite. On continue, on enchaîne sur le Digitalize. Merci. Merci à tous. Merci Abdel pour ton témoignage. Merci à tous. Au revoir.